Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce 5e webinaire qui vous présente donc les travaux du programme de collaboration technologique PCT organisé par l'Agence internationale de l'énergie et dédié au Heat Pumping Technology. Lors de ce webinaire donc d'1h15, nous aurons deux présentateurs, Pierre Pardo et moi-même Michel Mondeau. Alors, au sommaire de ce webinaire, tout d'abord une première partie avec quelques généralités, principalement pour ceux qui nous rejoignent pour ce premier webinaire. Donc, des rappels sur les activités de ce AIE PCT HPT ou en anglais IEA TCP HPT, également programme collaboratif technologique sur les pompes à chaleur. Et puis, un petit point sur les différentes annexes qui sont en cours ou en préparation. Ensuite, nous ferons un focus sur l'utilisation des pompes à chaleur dans les bâtiments et les quartiers à énergie positive, avec un retour sur l'annexe 49, Design and Integration of Heat Pumps in Nearly Zero Energy Buildings, et une proposition pour une nouvelle annexe dans la continuité de cette annexe 49, qui porterait sur les pompes à chaleur dans les îlots urbains à énergie positive, Heat Pumps in Positive Energy Districts. La troisième partie de ce webinaire sera consacrée aux travaux de l'annexe 54 que le CETIAT suit sur les pompes à chaleur utilisant des fluides frigorigènes à base GWP et principalement sur les travaux qui ont été menés en 2020. Et pour cette dernière partie, je laisserai donc la parole à mon collègue Pierre Pardo. Alors tout d'abord, un rappel sur les activités du HPT. Donc, c'est effectivement un programme de collaboration technologique, donc une collaboration internationale puisqu'elle émane de l'Agence internationale de l'énergie qui a créé ces programmes de collaboration sur différentes thématiques et le HPT traite donc du développement des technologies de pompe à chaleur, là où les pompes à chaleur permettent donc d'apporter une contribution à la problématique énergétique et environnementale au niveau international. Actuellement, 17 pays participent à ce programme de collaboration, dont la France. Le représentant légal est l'ADEME, mais l'ADEME a souhaité que le CETIAT puisse la représenter au niveau de cette instance. Deux axes principaux dans les travaux du HPT. Tout d'abord, ce qu'on appelle des annexes. Ce sont donc des travaux de recherche et de développement qui sont menés par les différents pays participants sur des thématiques qui sont développées ensemble et pour lesquelles est démontré un fort intérêt des participants. Et puis, le deuxième axe, c'est de disséminer et de diffuser toutes les informations qui relèvent des résultats de ces annexes par différents moyens, que ce soit un site internet, donc du HPT, le www.heatpumpingtechnology.org, les comptes Twitter et LinkedIn du HPT, mais également des sites dédiés où vous pouvez trouver donc des premiers résultats et un état d'avancement des travaux dans les annexes. Et ensuite, d'autres supports tels que le magazine, le HPT Magazine, une newsletter et bien sûr un rapport d'activité annuel. Enfin, le HPT organise une conférence triannuelle, la Heat Pump Conference, et organise également une réunion qui a lieu tous les 2 ans et qui s'appelle le National Experts Meeting, qui sert un petit peu de vivier pour définir, élaborer des idées qui vont permettre ensuite de préparer de nouvelles annexes. Donc, c'est une instance où toute la profession dans tous les pays est la bienvenue pour pouvoir travailler et réfléchir ensemble à des thématiques où il est pertinent de regarder comment les pompes à chaleur peuvent être utilisées. Donc, je vous invite fortement à aller sur le site Heat Pumping Technologies où vous retrouverez toutes les informations qui vous seront utiles pour mieux connaître ces activités. Alors, les missions confiées par l'ADEME au CETIAT dans le cadre de ce HPT, c'est bien entendu d'assurer la représentation de la France dans les instances du HPT et plus particulièrement donc, du comité exécutif qui va décider des nouvelles annexes, qui va valider les rapports et clôturer les annexes. Et l'autre objectif, c'est de valoriser ces activités qui ont lieu dans le cadre du HPT
auprès de la filière professionnelle française, de façon à pouvoir promouvoir une participation active de notre filière aux travaux du HPT et bien évidemment, plus particulièrement, au travers des annexes. C'est dans ce cadre-là que le CETIAT organise régulièrement donc, des webinaires. 3 webinaires ont été organisés en 2019, un seul en 2020, et nous commençons l'année 2021 avec ce premier webinaire. Ces webinaires sont enregistrés et vous pouvez retrouver les vidéos. Elles sont toutes disponibles sur la chaîne YouTube du CETIAT. Et je vous invite pour les nouveaux participants à ces webinaires à aller regarder ces vidéos qui vous permettront d'avoir un retour sur des annexes qui ont déjà été présentées. La conférence HeatPump Conference de 2020, elle porte toujours le nom de 2020, même si elle a dû être reportée. C'était donc la 13e conférence organisée par le HPT. Elle était initialement prévue en mai 2020 à Jeju, en Corée du Sud. Et bien évidemment, compte tenu des événements de cette année, de la situation particulière, cette conférence a dû être reportée. Un premier report avait été envisagé en septembre et finalement, elle sera organisée définitivement du 26 au 29 avril 2021. Toutefois, cette conférence sera une conférence dite hybride, puisqu'à la fois, il y aura une conférence physique d'organiser, donc des participants et des auteurs de communication seront sur place à Jeju, mais la conférence pourra être aussi suivie online par des participants, donc grâce à une conférence virtuelle. Voilà, donc il y aura un mix un petit peu des deux modes de diffusion. L'organisation proprement dite n'est pas encore totalement définie, ainsi que le programme, puisqu'il y a eu un appel à papier supplémentaire. Mais néanmoins, je vous invite à consulter régulièrement le site dédié à la conférence, hpc2020.org, pour connaître à la fois le programme et les modalités d'inscription, sachant que des frais d'inscription seront réduits pour les participants online. Même si cette conférence, qui ne sera pas forcément suivie de façon présentielle, limitera un petit peu les échanges, je pense que c'est toujours intéressant de voir un petit peu tous les travaux qui ont été faits au travers de ces annexes et les présentations apportées par les différents auteurs. La conférence de HPC reste un événement dans notre domaine de recherche. L'autre outil de dissémination des activités du HPT et qui est très bien accepté auprès de l'ensemble des acteurs et de la profession, c'est le Heat Pumping Technology Magazine. Donc, il y a en général trois éditions au cours d'une année. Donc, pour 2020, les 3 sujets qui ont été traités sont d'une part, pour le dernier numéro, donc la numérisation comme un outil au service des systèmes énergétiques durables et pouvant apporter une certaine flexibilité. Donc, c'est le dernier que je vous indique sur la diapositive. Les 2 précédentes éditions ont porté sur les pompes à chaleur pour le marché et les bâtiments de la rénovation. Donc, ça a traité principalement des packs hybrides, des pompes à chaleur pour l'eau chaude sanitaire et puis des pompes à chaleur dans les bâtiments de petits collectifs, multifamily. Et puis, l'édition numéro 1, donc, qui devait dater de février ou mars 2020, portait sur l'intégration des systèmes dans les futurs systèmes énergétiques. Alors, ces magazines sont téléchargeables directement et gratuitement depuis le site heatpumpingtechnology.org. Ils peuvent être aussi consultés directement et lus en ligne. Voilà pour les activités générales pour vous présenter ou vous rappeler le HPT. Un petit point sur les annexes en cours et la participation de la France au sein de ces annexes. Donc, si on commence par le bas du tableau, vous allez voir que j'ai créé deux annexes, l'annexe 50 et l'annexe 51, puisqu'elles se sont terminées en décembre 2020. Donc, nous attendons les rapports finaux des pilotes de ces annexes auxquels
la France a participé, aussi bien au niveau de l'annexe 50 avec la contribution d'EDF et l'annexe 51 avec la contribution du CETIM et du CETIAT. Ensuite, nous avons 4 annexes, les annexes 52 à 55, qui vont se terminer au cours de l'année 2021, plutôt dans la dernière partie de l'année. Sur ces annexes, la France participe à l'annexe 54, donc sur les pompes à chaleur avec des fluides frigorigènes bas GWP, et ça va faire l'objet de la présentation par Pierre Pardo dans ce webinaire. En complément, nous avons l'annexe 56, donc sur la numérisation et l'Internet des objets liés aux pompes à chaleur, qui est pilotée par l'Autriche et qui a commencé en début 2020 pour se terminer fin 2022. Et la participation française est représentée par EDF. Enfin, tout récemment, au comité exécutif de novembre 2020, nous avons acté une nouvelle annexe qui normalement devrait porter le numéro 57 dès lors qu'elle va être initiée, quand elle aura 2 participants, sur la flexibilité que peut apporter l'intégration de pompes à chaleur dans les systèmes énergétiques et électriques, dans les réseaux, dans les réseaux électriques et thermiques. Donc, animation du Danemark pour cette nouvelle annexe, et on attend donc l'officialisation de la participation des partenaires belges, suisses, allemands, finlandais, hollandais et suédois. Donc, l'annexe devrait démarrer certainement au premier trimestre 2021. Un certain nombre d'idées qui sont dans les tuyaux, si je puis dire, plus ou moins avancées. Donc, la première, c'est les pompes à chaleur haute température qui seraient pilotées par le Danemark. Donc là, on a un legal text approuvé, le legal text étant le programme de travail et les objectifs qui sont définis pour cadrer cette annexe. Mais une annexe ne peut être lancée que si on a 2 pays participants. Donc, dès lors qu'on aura 2 pays volontaires pour participer à cette annexe, celle-ci pourra être lancée. Ensuite, nous avons l'Autriche qui est en train de travailler sur un projet de legal text pour une annexe dédiée aux pompes à chaleur intégrées dans les process de séchage. Et quand on entend process de séchage, ça peut être aussi bien du séchage au niveau de process industriels, mais également au niveau d'applications domestiques. La Suisse porte une idée concernant les pompes à chaleur dans les îlots urbains à énergie positive, et ça va faire l'objet d'une présentation dans ce webinaire. Et ensuite, nous avons des idées qui sont un peu moins élaborées. Une idée qui est portée par le HPC, qui est le centre de diffusion d'informations du HPT, concernant donc ce qu'on appelle les Comfort and Climate Box, mais là qui se serait dédié aux pays à climat humide et chaud. Donc ça serait un peu une suite de l'annexe 55. Et dans ce cadre-là, ce sont des pays tels que l'Australie et l'Inde qui seraient intéressés. Donc il faut qu'on développe un petit peu cette idée avec ces pays-là. Et puis deux autres sujets qui sont un peu moins matures sur la flexibilité toujours des systèmes apportés par les PAC et qui serait plutôt de montrer un petit peu des projets qui existent. Donc, démontrer un petit peu et montrer les projets qui sont suivis dans ce domaine. Et puis une idée beaucoup plus récente portée par la Grande-Bretagne sur comment utiliser ou comment définir, concevoir des systèmes utilisant des pompes à chaleur pour la rénovation des bâtiments et plutôt des grands bâtiments et pas forcément des bâtiments à usage résidentiel. Voilà. Donc là, il y a des questionnaires pour ces deux derniers sujets qui devraient permettre aux pilotes de pouvoir un petit peu mieux appréhender ce que pourrait être le contenu d'une annexe future. Voilà très rapidement un panorama pour cette présentation, pour des rappels pour ceux qui suivent ces webinaires et pour ceux qui n'ont pas suivi ces webinaires, je vous invite à poser des questions et apparemment donc vous en avez posé en ligne, donc on va les regarder. La première question est la suivante. Est-ce que le CETIAT participera à la conférence HPP 2020 et fera un résumé pour les industriels ressortissants? Oui,
notre convention avec l'ADEME devrait se poursuivre sur les années à venir. Et donc, oui, nous participerons à la conférence. Nous la participerons online, donc nous n'irons pas en Corée. Nous participerons aux sessions techniques qui nous semblent les plus pertinentes et nous ferons un retour pour les industriels ressortissants, soit au travers d'un bulletin de veille technologique, soit au travers d'un bulletin de veille vraiment dédié, lié à nos actions dans le cadre du suivi des activités de l'IEA HPT. Tous les rapports des annexes terminés sont-ils facilement accessibles et tous les résultats sont-ils publics? Oui, alors il y a un certain délai effectivement entre la mise à disposition publique des rapports. Il faut d'abord que ces rapports, comme je l'ai précisé, soient validés par le comité exécutif du HPT et ensuite ils sont mis en ligne. Donc vous les retrouvez assez facilement sur le site du HPT. Vous avez un onglet concernant les projets et vous avez les ongoing annexes et les completed annexes. Donc, dans les completed annexes, vous pouvez trouver effectivement des informations, alors plus ou moins à jour en fonction de la date à laquelle l'annexe s'est terminée, mais je vous invite à aller consulter ces pages du site pour avoir des informations et à revenir après, soit directement vers ce qu'on appelle le pilote, l'operating agent, et vous trouvez ses coordonnées sur le site, soit au travers du CETIAT ou directement du participant français qui a contribué à cette annexe. Voilà, donc nous allons passer à la deuxième partie du webinaire. Donc, qui porte sur les PAC, les pompes à chaleur dans les bâtiments NZEB et les quartiers à énergie positive. Alors, nous allons parler de l'annexe 49 qui s'appelle Conception et intégration des pompes à chaleur dans les NZEB. Alors déjà, NZEB, je vous le rappelle en vous précisant que cette annexe 49, elle fait suite à l'annexe 40, qui est une annexe qui a été conduite entre 2012 et 2016 et qui avait pour objectif de regarder quels étaient les concepts de pompes à chaleur qui pouvaient permettre d'avoir des bâtiments à énergie quasi nulle. On appelle donc en anglais Nearly Zero Energy Building et on utilise conventionnellement donc NZEB pour nommer ces bâtiments. L'objectif de l'annexe 49, et bien ensuite, c'est dans la continuité de cette annexe 40, c'est de pouvoir étendre ce concept de solution à base de pompe à chaleur pour non pas un seul bâtiment à un seul usage, mais à des bâtiments ayant plusieurs usages, à multiples usages, ou alors à des groupes de bâtiments visant à être des bâtiments à énergie quasi nulle. L'annexe 40 a été conduite par l'Autriche et par l'operating agent Karsten Vermommer, et c'est lui qui a proposé donc cette annexe 49 et qui donc l'a prise en charge. 8 pays ont participé à cette annexe, donc l'Autriche, la Belgique, la Suisse bien évidemment, l'Allemagne, la Norvège, la Suède, la Grande-Bretagne et les États-Unis. L'annexe 49 s'est déroulée d'octobre 2016 à mai 2020 et l'operating agent a remis son rapport final très récemment, donc on lui a apporté des commentaires. Il est donc en cours d'approbation finale et devrait être approuvé d'ici le premier trimestre 2021. Donc, vous n'allez pas aujourd'hui retrouver ce rapport final sur le site du HPT, mais vous devriez le retrouver au cours de l'année 2021. Alors, brièvement, les principaux résultats de cette annexe. Elle commence comme toute annexe qui se respecte. L'annexe a débuté avec un état de l'art dans les pays participants. Alors, une annexe sur des bâtiments à énergie quasi nulle. Quel cadre on se met? Eh bien, le cadre était un petit peu difficile à définir parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait effectivement pas de définition commune la directive performance énergétique du bâtiment qui imposerait néanmoins aux pays, aux États membres d'avoir des bâtiments à énergie quasi nulle. Cette directive ne définit pas, à proprement parler, des critères pour ces bâtiments. Elle précise simplement que ce doit être un bâtiment avec des performances énergétiques élevées, dont la quantité quasi nulle ou
très basse énergie qui est requise devrait être couverte dans la mesure du possible par une énergie produite à partir de sources renouvelables, à proximité ou sur place. Voilà. Donc, de par cette définition assez vague, ben en fait, la mise en œuvre dans différents pays se fait de façon très différente, avec différents critères, des limites différentes et des modes de calcul différents. Du coup, c'est assez difficile de comparer un petit peu des bâtiments NZ dans différents pays, puisque les niveaux d'ambition qui sont définis par ces pays se situent à différents niveaux par rapport à par rapport à cette définition assez large. Néanmoins, ce qu'il en ressort, c'est que pour avoir un bâtiment NZEB, il faut plutôt concevoir un bâtiment tout électrique, avec des équipements électriques, et la combinaison pompe à chaleur plus capteur photovoltaïque serait la solution prédominante pour pouvoir répondre à cette notion de NZEB. Une des principales tâches de l'annexe 49 a été de regarder des suivis sur site. Et dans ce cadre, sur 3 ans, ils ont exploré 16 projets, donc ce qui est quand même assez important. Et certains de ces projets n'ont pas eu un suivi uniquement sur une année et une saison de chauffe, 3-4 ans. Voilà. Et pour certains projets, les bâtiments avaient des niveaux d'ambition qui étaient nettement plus élevés aussi que les exigences qui étaient imposées par le pays dans lequel le projet était réalisé. Ces 16 projets, ils ont été identifiés et sélectionnés pour pouvoir regarder un petit peu comment les packs étaient intégrés, donc au niveau résidentiel, soit dans des bâtiments multifamiliaux, soit dans des bâtiments où on avait un usage mixte, résidentiel et bureau, ou alors dans des grands bâtiments qui avaient donc des usages assez différenciés, type des bâtiments de bureaux, des écoles, des crèches, des hôtels, des supermarchés. Donc le panel de projets était assez large. J'ai souhaité vous présenter aujourd'hui ces deux exemples assez différenciés. Le premier, comme vous le voyez sur la petite photo en bas à droite, ce sont 2 bâtiments de maisons passives pour des logements sociaux. Donc, on a 26 appartements sur 2150 mètres carrés. Pour ces 2 bâtiments, on a une unique pack géothermique de 58 kW avec 2 étages de compression. Le pack géothermique est complété par 150 mètres carrés de panneaux photovoltaïques donc posés sur le toit de ces bâtiments et de 74 mètres carrés de panneaux solaires thermiques. Quand vous le voyez sur le schéma de l'installation, outre la PAC géothermique et ces panneaux photovoltaïques et solaires, on a aussi un stockage d'énergie de 6 mètres cubes. Et ce stockage d'énergie est utilisé pour approvisionner le bâtiment, d'une part en eau chaude sanitaire et d'autre part pour le système de chauffage. Côté système de chauffage, donc on a des planchers chauffants à une température de 35 degrés. Et côté production ECS, donc l'eau chaude qui est produite et qui est stockée dans ce ballon est déportée dans les bâtiments pour fournir de l'eau chaude sanitaire à 45 degrés au travers d'échangeurs individuels par appartement. Le suivi qui a duré 4 ans a permis à la fois de pouvoir simuler aussi ce système et ces bâtiments et de optimiser le système. Donc là, c'était vraiment un avantage de voir où étaient les points faibles du système. Et l'optimisation, enfin, les simulations ont montré que l'optimisation devait porter principalement sur les auxiliaires et les pertes de stockage qui ont démontré des consommations très, très importantes et qui pouvaient être assez facilement réduites. Alors voilà un petit peu le schéma que la simulation et le suivi de terrain a permis de montrer, c'est comment l'énergie était utilisée. Alors, en haut de ce schéma, vous avez la saison de chauffage avec tout le système électrique qui est utilisé pour la pompe à chaleur. Donc, vous voyez que l'hiver, bien évidemment, le réseau électrique apporte l'essentiel de l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des systèmes de chauffage et de CS des bâtiments. Ceci représente donc une partie de l'énergie qui est délivrée à la pompe à chaleur, sachant qu'il y a une partie
qui est délivré par le sol. Donc, c'est la grosse flèche bleu clair GWP, puisqu'on a une pompe à chaleur géothermique et qui apporte donc 68% de l'énergie dont la PAC a besoin. Au niveau de la PAC elle-même, elle va donc apporter une énergie qui va être stockée dans le stockage d'énergie de 6 mètres cubes, avec une contribution des panneaux solaires thermiques à hauteur de 20% dans cette saison de chauffage. Et le stockage va être utilisé à peu près à moitié, de manière équilibrée, pour l'eau chaude sanitaire et pour le chauffage des bâtiments, avec des déperditions qui sont de l'ordre de 10%. Si on regarde en bas de la diapo ce qui se passe quand on est dans une saison de non-chauffage, on voit là que l'apport électrique est prédominant côté capteur photovoltaïque et qu'on fait appel au réseau électrique d'une façon très réduite. Une contribution très forte à hauteur de 85% pour stocker l'énergie au travers des panneaux solaires thermiques dans le ballon de stockage et bien évidemment un service production ECS qui est prédominant à 77%. Et là, dans ce cadre-là, des déperditions très fortes de 22%. Donc, ce sont ces déperditions qui, grâce à la simulation, ont pu être identifiées et aussi optimisées ou minimisées dans ce cadre-là. Donc, c'est un suivi intéressant qui a permis effectivement de voir la contribution de chacun des éléments du système à l'ensemble de la fourniture des services pour ces deux bâtiments. Le deuxième exemple est assez caractéristique de par non seulement, est-ce que vous voyez le bâti, proprement dit, et puis donc la construction du bâtiment, mais également son usage. C'est un bâtiment mixte de 2750 mètres carrés où au niveau du sol, donc du rez-de-chaussée, on a des bâtiments commerciaux, donc des boutiques. Donc, c'est représenté en orange le petit schéma. Ensuite, au premier étage, on a des bureaux. Et au 2 et 3e, voire au 4e étage, donc on a des appartements avec un, je ne sais pas comment on dit, un attique au 3e étage. Donc, on a vraiment dans un même bâtiment une mixité d'usages. Et ce bâtiment donc, est installé en Suisse à au niveau du bâti du label Minergie-P qui correspond aussi à une maison passive suivant la dénomination allemande. Donc, c'est intéressant parce qu'on a vraiment des usages mixtes dans ce bâtiment. Et puis, quand même, une configuration, une architecture assez particulière. Le système qui alimente ce bâtiment donc, est constitué d'une PAC géothermique réversible de 70 kW. Et on a en complément 3 ballons de stockage et chacun est dédié à une fonction particulière. On a un ballon pour le CS, un ballon pour le chauffage et un ballon pour le refroidissement. On a de la récupération sur le CS et le chauffage pour assurer le refroidissement et celui-ci est assuré également par du free cooling et qui devrait plutôt appeler géocooling puisqu'on n'a pas que géothermique. En complément, nous avons des panneaux photovoltaïques et ces panneaux sont placés non seulement sur le toit, mais également sur 3 façades du bâtiment. C'est assez inhabituel. Ces panneaux représentent 74 kWh crête. Les besoins de chauffage ou la demande de chauffage est de l'ordre de 22 kWh par mètre carré par an pour ce bâtiment. Côté froid, eh bien, les besoins de froid sont couverts aux 2/3 de façon gratuite. On l'a dit par le géocooling et par la récupération, et seulement 1/3 par l'activation de la pompe à chaleur réversible. À droite, en dessous du schéma, vous avez la performance saisonnière de ce bâtiment. Donc, la première valeur, le SPF total, représente effectivement la performance quand on intègre tous les 3 services ECS, chauffage et refroidissement. Et on s'aperçoit que quand même pour une performance sur site, la valeur est relativement élevée, de 5,6. Côté chauffage, on a également une valeur qui est assez élevée, de 4,9, et qui est liée au fait qu'on a une pompe à chaleur géothermique, mais également un circuit de chauffage à basse température, puisqu'on a des planchers chauffants à 35 degrés. Pour le froid actif, donc l'activation de la pompe à chaleur géothermique,
on a une performance qui est relativement élevée de 5,9 et qui là est aussi due à la bonne performance de la PAC, mais aussi au fait qu'on a des plafonds rafraîchissants à une température de fonctionnement relativement élevée, 17-21 degrés. Par contre, la performance en ECS est nettement moindre, elle est seulement de 3,1 et elle peut s'expliquer par le fait que le ballon de stockage d'eau chaude sanitaire est à 60 degrés, qui est une température très élevée par rapport à l'utilisation de l'eau chaude par les occupants. Donc, le stockage pourrait être, la température de stockage pourrait être réduite pour avoir une performance énergétique de la fonction ECS plus élevée. Mais néanmoins, globalement, c'est quand même une performance très élevée avec un SPF total de 5,6. Cette diapo vous montre sous forme graphique un bilan sur une année. Donc, vous avez en jaune ce que les panneaux photovoltaïques ont apporté en énergie, la consommation du PV donc en vert, et puis en bleu, l'énergie demandée, donc consommée par la ventilation en bleu clair et la pompe à chaleur en bleu foncé. Après, vous avez deux petites courbes qui indiquent d'une part, donc en vert, ce qu'on appelle en anglais le load cover factor, mais en français l'autoproduction. En vert, donc en fait, c'est ce que a apporté le PV par rapport à la consommation totale électrique du bâtiment. Donc vous voyez bien qu'en hiver, on a une autoproduction qui est assez faible, hein, puisqu'en fait, on a peu d'apport du PV, puisqu'il y a peu de soleil en hiver, alors qu'au contraire, cette courbe orange l'été montre un taux très important d'autoproduction, puisque toute la production PV peut être utilisée, et on a fait appel au réseau électrique d'une façon très réduite. La courbe verte est bien entendu l'inverse, si je puis dire, de la courbe orange, c'est l'autoconsommation. En hiver, on a peu de production PV, mais on l'utilise au maximum. À l'inverse, la production PV ne peut pas être totalement utilisée l'été, puisque les besoins sont moindres et que cette production est très importante due à l'ensoleillement bien évidemment important. Sur ce bâtiment, le bilan annuel du PV, en 3 chiffres, c'est une couverture des besoins électriques de 30% globalement par le PV, et puis une production sur site par le bâtiment à 55% et une production, un appel au réseau à 45% globalement, donc quand on analyse sur les 12 mois de l'année. L'équilibre, il est atteint sur ce bâtiment si on considère uniquement les services fournis par la PAC, que sont le CES, le chauffage et le refroidissement. Donc la notion de NZEB et de quasi énergie nulle de ce bâtiment, si on considère cette définition d'un bâtiment NZEB, c'est OK. Si on intègre la ventilation, cette fois-ci, on a un équilibre qui est plus difficile à atteindre et il n'est pas atteint dans le cas de ce bâtiment. En Suisse, on a vu que le bâtiment, il répondait au label Minergie P au niveau du bâti. S'il veut répondre au label Minergie A, qui exige un bilan global annuel équilibré pour toute l'énergie consommée par le bâtiment, c'est-à-dire que ça inclut donc cette ventilation, mais également l'éclairage et les équipements domestiques, alors c'est très difficile à atteindre, parce qu'il faut que la production de PV soit sur site. Et dans ce cas-là, il faut qu'on ait un bâtiment sur lequel on puisse installer, on ait des surfaces de PV disponibles. On voit sur cet exemple de Black and White Building qu'on a déjà positionné du PV sur le toit et sur 3 façades du bâtiment. On a un petit peu de mal à voir comment on pourrait étendre cette surface de PV si on veut atteindre cette exigence du label Minergie A. Donc, en conclusion, pas seulement des 2 suivis que je vous ai montrés, mais de l'ensemble des suivis de l'annexe 59, ces suivis ont montré qu'on atteint des performances très élevées des PAC. Néanmoins, avoir un bilan NZEB ambitieux, ça reste quand même un défi pour des grands bâtiments. Il faut associer à une PAC, cette PAC, à un bâtiment qui a un bâti vraiment renforcé, donc des besoins extrêmement réduits, et puis avoir la possibilité
d'avoir une production d'énergie renouvelable intégrée vraiment à grande échelle et qui soit disponible sur le bâtiment. Et les suivis ont montré que pour les bâtiments à usage mixte ou des groupes de bâtiments, eh ben, on a des résultats qui sont vraiment positifs et encourageants parce qu'on peut aussi utiliser la chaleur perdue et l'équilibre des charges thermiques, sachant que ces bâtiments vont avoir effectivement soit des périodes d'occupation, soit des usages très variés. Et il faut utiliser ça de façon optimale. Et c'est de cette conclusion de l'annexe 19 que vient l'idée d'une annexe qui prendrait la suite de l'annexe 40 et de l'annexe 49 et qui porterait sur l'intégration, la contribution des pompes à chaleur, non plus à un bâtiment, non plus à un groupe de bâtiments, mais à un îlot urbain qu'on pourrait définir comme un îlot à énergie positive. Alors, le contexte de cette annexe, ça serait bien évidemment le fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on réponde à des objectifs ambitieux qu'on s'est mis sur la réduction des émissions de CO2. Donc, pourquoi pas aller voir comment ces PAC répondraient ou pourraient contribuer à ces objectifs. On voit que l'annexe doit aller au-delà du bâtiment et du groupe et aller vers les quartiers. Et ça serait l'opportunité d'accroître la performance énergétique et de démontrer encore une fois que les PAC peuvent permettre d'atteindre un équilibre à la fois au niveau énergétique et électrique. On peut déjà recenser des réalisations ou des projets. J'en indique un certain nombre juste pour vous montrer que le dernier se situe en France. Donc la France est aussi un acteur dans ces... Donc l'objectif, eh bien, c'est vraiment de démontrer dans la continuité des deux annexes précédentes, comme je l'ai indiqué, ce qu'on peut faire au niveau des îlots urbains et de définir des concepts génériques pour l'intégration des PAC et de fait de pouvoir suivre, encore une fois, des mesures sur site pour acquérir une certaine expérience et pouvoir établir une feuille de route et des recommandations pour pouvoir disséminer ces informations à tout niveau, que ce soit au niveau des décideurs politiques, des villes, des mairies, des bureaux d'études qui pourraient intégrer ces concepts dans les bâtiments. Voilà, donc le programme de travail type de cette annexe, eh bien, c'est le travail type des autres annexes. Un premier étable, on a vu qu'on avait déjà recensé des concepts. L'analyse de ces concepts, une analyse technico-économique de ces concepts centralisés par rapport à des concepts décentralisés où on aurait des systèmes par bâtiment. Et bien entendu, au travers des mesures sur site, une évaluation des performances réelles de ces PAC dans ces îlots urbains à énergie positive. Et comme toute annexe qui se respecte, une diffusion très large des résultats et des messages à faire passer. Les concepts centralisés permettraient donc d'équilibrer les charges, puisqu'on aurait des structures de charges différentes entre des bâtiments résidentiels, bureaux, commerciaux. On pourrait aussi trouver une synergie dans les sources de chaleur disponibles, voir l'intérêt d'un stockage de centrales, intégrer des conceptions et des dimensions de PAC qui seraient plutôt favorables à un certain service, comme intégrer des solutions CO2 pour les PS, ou des systèmes de chauffage haute température, plutôt pour des bâtiments existants nécessitant des systèmes de chauffage avec des émetteurs à haute température. Et bien évidemment, l'intérêt, c'est de comparer les avantages et les inconvénients des deux types de concepts centralisés et décentralisés. Le legal text, donc le projet de cette annexe et son programme est en cours d'élaboration. Le pilote, Karsten Vermomer, a déjà organisé 2 réunions de préparation pour pouvoir élaborer un texte et des objectifs d'annexe qui correspondraient aux attentes de différents pays et auxquels les pays participants et mentionnés ici ont participé. À noter qu'il y a aussi un autre programme de collaboration technologique au sein de l'UA qui s'appelle EBC pour Energy Buildings and Community, qui a une annexe 83 qui porte aussi sur ces districts à énergie positive, qui va au-delà de ce que l'annexe portée par l'UHPT
couvriraient, mais néanmoins, ça serait intéressant d'avoir un lien avec cette annexe pour leur apporter un focus sur la partie système énergétique qui pourrait répondre à leurs problématiques plus larges d'îlots urbains à énergie positive. Voilà très rapidement une vision un petit peu de l'évolution de l'intégration des PAC quand on passe d'un bâtiment à carrément un quartier. Il y a des questions. Je vais regarder si vous avez posé des questions. Oui. Alors, je vois qu'il y a aussi une question sur les généralités qui était la première présentation. On va essayer d'y répondre rapidement. La France soutient-elle des annexes au projet? Alors, je suppose que c'est les idées d'annexes. Bah, pour l'instant, on regarde un petit peu tout ce qu'il y a. On transmet ces informations au travers des différents webinaires que l'on fait. On les porte auprès de l'ADEME. Si ces sujets vous intéressent, c'est plutôt à vous de revenir vers moi pour voir un petit peu comment on peut élaborer une participation française auprès de ces annexes. Donc, je vous invite à reprendre contact avec moi par mail ou pour voir un petit peu les sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous souhaiteriez que la France s'implique un petit peu plus. Concernant donc la présentation de l'annexe 49, dans le suivi 1 de l'Autriche, quel est l'intérêt d'une PAC O par rapport à une PAC RO? Alors, la PAC OO, d'une façon plus générale, a en général des performances plus intéressantes qu'une PAC RO, parce que sa source a une température stable au cours de l'année, qui n'est pas le cas d'une PAC RO. Elle permet aussi, si elle est réversible, et comme on l'a vu, de bénéficier du géocooling, et donc du coup, à la fois d'une recharge du sol par utilisation, par activation de la PAC en mode actif, et de bénéficier de ce géocooling. Donc, la PAC OO a quand même un intérêt assez pertinent au niveau performance énergétique par rapport à une PAC RO. Elle a elle a peut-être des inconvénients au niveau peut-être de la difficulté de l'installation de puits géothermiques ou de capteurs géothermiques. D'un autre côté, elle a un avantage d'être invisible, si je puis me permettre, et de ne pas créer, par exemple, comme pourrait le créer une PAC RO réversible, cet effet d'îlot de chaleur urbain qu'on rencontre si la PAC est activée en mode froid. Sur ce même suivi, quelle est la part de consommation de nombreuses pompes? Je ne saurais pas répondre à cette question-là directement. Par contre, je vous invite, dès que les rapports seront disponibles sur le site, d'y aller. Chacun des suivis fait l'objet d'à peu près 6 ou 7 pages de description détaillée à la fois du système et des performances mesurées. Et il y a un enseignement très, très important que malheureusement, je ne pouvais pas vous donner dans une présentation si brève. Mais s'il y a des suivis plus particulièrement qui vous intéressent, je vous invite à aller dans quelques mois rechercher des informations et après à contacter éventuellement l'operating agent pour avoir encore plus de détails. Est-ce que dans les bâtiments suivis, il y avait des PAC pour des logements individuels? Pareil, je ne me rappelle plus exactement des 16 suivis, mais je crois qu'à chaque fois, c'est des systèmes centralisés. Néanmoins, peut-être que dans la nouvelle annexe, il y aura des bâtiments pour lesquels il y aura justement des PAC décentralisés par logement individuel. Je ne suis pas sûre. En général, c'est des PAC par bâtiment. Il faudrait regarder dans l'annexe 40 s'il y a eu justement, comme ça portait que sur un unique bâtiment, s'il y avait cette comparaison système centralisé pour bâtiment versus système individualisé par logement. Mais je ne saurais pas là, à l'instant T répondre à ces deux questions. Voilà, eh bien, je vais laisser la parole à mon collègue Pierre Pardo pour la troisième présentation.
Donc bonjour à tous, je suis Pierre Pardo, je suis chargé d'études au CETIAT sur tout ce qui est système thermodynamique et je suis en charge du suivi de l'annexe 54 sur les fluides frigorigènes à faible GWP dans les pompes à chaleur. Donc tout d'abord quelques généralités sur cette annexe. Son titre en anglais est Heat Pump Systems with Low GWP Refrigerants. Le pilote de l'annexe, c'est Yuno Wang de l'Université du Maryland aux États-Unis. Aujourd'hui, donc, 8 pays sont engagés à contribuer à l'annexe. Donc, parmi ces pays, on va retrouver les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud, la France, donc qui s'est engagée à participer à partir de janvier 2020, donc par le CETIAT, l'Autriche, l'Allemagne et la Suède. Donc, vous pouvez voir l'ensemble des contributeurs à l'annexe qui sont présentés sur la figure. Donc, on voit qu'il y a des universitaires, hein, comme l'Université du Maryland, l'Université de Tokyo ou l'Université de Corée et d'autres. Des organismes de recherche, donc notamment le Fraunhofer, l'AIT, le CETIAT. Et également, on va retrouver des industriels comme Chemours, Honeywell, Danfoss ou encore Deakin, et d'autres que je n'ai pas cités. Donc, cette annexe a débuté le 1er janvier 2019 et elle se terminera le 31 décembre 2021, donc à la fin de l'année. Aujourd'hui, donc, 4 réunions ont été réalisées. Donc, la première était le kick-off meeting, donc le 12 janvier 2019. Ça s'est déroulé à Atlanta, donc aux États-Unis. La seconde réunion a été couplée à un workshop. Ça s'est fait le 27 août 2019 à Montréal dans le cadre de la conférence donc du Congrès international du froid. Cette année, nous avons eu 2 réunions. Donc une réunion d'experts le 24 juin 2020, donc qui s'est fait en visioconférence, où donc il y avait uniquement les contributeurs de l'annexe qui étaient présents. Et en décembre, le 7 décembre 2020, il y a eu une réunion couplée également à un workshop qui s'est fait conjointement avec la conférence Gustav Lorentzen, donc une conférence qui était prévue normalement au Japon, mais qui s'est fait via en web. Donc tout d'abord, quelques mots sur le contexte de l'annexe. Donc, suite à l'amendement de Kigali au protocole de Montréal en 2016, qui traduit donc la réduction progressive des hydrofluorocarbures, les HFC. Donc, les pays signataires de cet amendement s'engagent à réduire la production et l'utilisation des HFC de plus de 80% en 30 ans, ce qui représente une réduction des émissions équivalent à 80 milliards de tonnes de CO2 d'ici 2050. Et donc, cette réduction doit contribuer à la limitation du réchauffement climatique à 0,5 degrés d'ici 2100. Donc ça, c'est au niveau international. Maintenant, si on regarde au niveau européen, donc on connaît bien maintenant le règlement F-Gaz, avec son calendrier de réduction de 2/3 des tonnes équivalent CO2 d'ici 2030, et également l'élimination de certains HFC dans certaines applications, notamment on peut citer le 404A. L'annexe 54 a 2 objectifs. Le premier est de promouvoir l'utilisation de fluides frigorigènes à faible GWP pour accélérer la réduction de ces HFC. Et également, le second objectif sera de développer des recommandations de conception pour des composants et des systèmes optimisés avec ces nouveaux fluides qui vont présenter de nouvelles contraintes. Donc, les axes de travail qui ont été définis dans l'annexe sont les suivants. Donc, on les a laissés en anglais pour plus de clarté, mais on va les détailler. Donc, il y en a 5. Donc, tout d'abord, un état de l'art sur les fluides frigorigènes à faible GWP disponibles, leurs propriétés et les normes applicables. Le second point, c'est également un état de l'art, cette fois-ci, mais sur toute la partie sécurité et inflammabilité des fluides frigorigènes et leur utilisation sur de ces fluides frigorigènes inflammables.
Le troisième axe de travail concerne donc l'optimisation des composants des pompes à chaleur avec ces nouveaux fluides. Le quatrième point, ce sera une analyse du LCCP, donc Life Cycle Climate Performance, qui traduit finalement les émissions de CO2 tout au long de la vie de la pompe à chaleur, c'est-à-dire de sa fabrication à son utilisation et enfin à son démantèlement. Et là, donc, l'idée, c'est de voir quel est l'impact de l'utilisation des nouveaux fluides frigorigènes à faible GWP avec les designs précédents. Et enfin, bien sûr, donc, avoir une étape de dissémination des résultats pour être prêt pour 2030. Le programme de travail qui a été défini dans l'annexe donc, suit 5 tâches. La tâche 1 s'est déroulée donc en 2019. Et l'idée là, c'était donc l'examen des technologies et des fluides. Donc, un état de l'art a été réalisé donc pour chacun des pays et le rapport 2019 qui présente ces résultats est téléchargeable donc en suivant le lien suivant. Donc, c'est le site internet de l'annexe 54. Et vous pouvez récupérer l'ensemble des résultats et ce rapport. La tâche 2 qui s'est déroulée en 2020 concerne les études de cas et recommandations de conception pour l'optimisation des composants et des systèmes. Il y a eu globalement 2 approches, une approche expérimentale et une approche de modélisation. Et donc, le rapport qui va présenter les résultats de cette tâche est en cours de production. Donc, ce sera le rapport 2020, il devait paraître en début d'année 2021. Donc, le reste du travail à réaliser, c'est la tâche 3, avec l'examen de l'impact de l'optimisation de la conception sur la réduction du LCCP, qui doit se dérouler cette année. La tâche 4 également, qui seront les perspectives pour 2030. Et enfin, la tâche 5, qui est plutôt une tâche transversale, qui consiste à faire donc, les livrables donc, pour les rapports et la dissémination des résultats. Maintenant, vous avez vu les généralités. L'idée, c'est de vous faire un retour un peu plus précis sur le workshop qui s'est déroulé durant la conférence Gustave Lorentzen lors du 7 décembre. Donc, durant ce workshop, il y a eu 7 présentations. Donc, une première présentation générale de Yuno Wang, donc du pilote, qui a introduit l'annexe 54. Ensuite, il y a eu une seconde présentation donc, du NEDO. Le NEDO, c'est une organisation japonaise sur l'énergie et les technologies industrielles. Donc, c'est une présentation assez générale. Une présentation du Fraunhofer sur l'utilisation du propane en remplacement à des fluides actuels dans des pompes à chaleur. Une présentation de ARM University, donc en Allemagne aussi, sur un outil d'aide à la décision. Une présentation donc, de l'Université de Padoue sur tout ce qui est transfert de chaleur en condensation et en évaporation dans des microcanaux. Et enfin, une présentation donc, de l'Université du Maryland sur un état de l'art sur les avancées sur tout ce qui est fluide frigorigène, échangeur et enfin compresseur. Donc, je vais faire un point de résumé finalement sur les informations qui nous ont paru intéressantes sur l'ensemble de ces présentations. Et tout d'abord, on va commencer par la présentation du Japon, donc du NEDO. Donc, comme je vous l'ai dit, cette présentation était assez générale parce que le NEDO présentait un peu les activités qu'ils avaient au Japon. Et donc, cette organisation est un peu une interface entre le gouvernement japonais et les instituts de recherche au Japon. Néanmoins, donc, elle nous a présenté une slide que j'ai trouvée très intéressante qui présentait les équipements et les fluides frigorigènes au Japon. Donc, ça donne un panorama en fait, des fluides frigorigènes à faible GWP qui sont utilisés là-bas. Donc, en abscisse, vous avez les températures qui vont de moins 60 à 60 degrés, donc finalement qui vont représenter différentes applications. On va aller dans le froid commercial, du rafraîchissement, du conditionnement d'air ou du chauffage. Et en ordonnée, vous allez avoir la taille des machines, donc pour des faibles puissances, comme pour des frigos, jusqu'au refroidissement de hangars de stockage. Donc, si on regarde un peu la map qui est présentée, on va avoir que beaucoup de systèmes, notamment au niveau conditionnement d'air, chauffage et refroidissement, sont disponibles et utilisent des fluides frigorigènes alternatifs qui vont être notamment de l'isobutane dans des réfrigérateurs. Dans des distributeurs automatiques, on va avoir du CO2 ou du l'isobutane.
dans le conditionnement d'air, bien sûr, des HFO, donc le 1, 2, 3, 4 YF. Pour de l'eau chaude sanitaire, on va retrouver du CO2. Et pour des distributeurs, cette fois-ci, pour faire du chaud, on va avoir donc du CO2 ou de l'isobutane. Pour la partie, on va dire, forte puissance et faible température, donc de moins 60 à moins 10 degrés, ici, on va retrouver des systèmes à l'ammoniac au CO2, de l'air également, pour des entrepôts de stockage. Et pour des systèmes un peu plus petits, on va retrouver essentiellement du CO2. Le point d'attention va se situer au centre, sur toute la partie où on va rechercher en fait des alternatives au 410A, au 32, dans notamment des systèmes de conditionnement d'air, que ce soit pour du tertiaire ou du résidentiel, et également pour de la petite réfrigération commerciale, où là, les alternatives encore ne sont pas connues pour le 410A et le R32. Le NEDO a présenté plusieurs projets, dont un projet terminé qui consistait à développer des congélateurs vitrines au R744, donc au CO2. Donc c'est un projet qui date un peu, puisqu'on peut voir qu'il a débuté en 2005 et il s'est terminé en 2010. Donc dans la partie recherche et développement, l'idée c'était de développer un compresseur à 2 étages au CO2, de développer un circuit au CO2 et de concevoir un système de démonstration. Donc ce système a été installé, donc c'est dans un supermarché, et des mesures sur site ont été réalisées. Donc le fluide initial, le système initial utilisait du 404A et ça a été remplacé par du CO2. Donc on peut voir les résultats obtenus, donc c'est en tonnes de CO2 émis en fonction du système. Et donc le nouveau système qui fonctionne au CO2 permet de réduire de 10% la consommation d'énergie des équipements. Et si on regarde la réduction globale des émissions à effet de serre, donc qui sont soit directes, juste par rapport au fluide, ou indirectes qui traduisent la consommation d'électricité, le nouveau système permet de réduire de 61% ces émissions. Le second projet présenté par le NEDO donc, consiste au développement de méthodes d'évaluation de la sécurité et des risques pour les fluides frigorigènes inflammables. Donc, on peut voir ici que plusieurs institutions de recherche au Japon travaillent dessus, donc notamment l'Université de Tokyo, l'Université des sciences de Nihon et l'Institut national sur les applications avancées en industrie et en technologie. Donc ce projet va travailler sur différents items, notamment sur le comportement des fuites de fluides frigorigènes inflammables via des CFD ou de l'expérimental. Ensuite, il va y avoir également une évaluation des sources de mise à feu de ces fluides frigorigènes, une évaluation du danger de ces fluides, pour terminer sur à proposer en fait des évaluations de risque de l'utilisation de ces fluides frigorigènes inflammables, et au final qui vont aider à réviser les normes internationales, donc pour le calcul de charge dans les systèmes, comme des normes qu'on connaît bien, comme la 60-335-2-40 ou la -2-89. Donc ça, c'est des projets en cours et vous pouvez retrouver des résultats dans le premier rapport de 2019 de l'annexe. Maintenant, nous allons passer donc aux présentations qui ont été réalisées par l'Allemagne, tout d'abord avec le Fraunhofer. Donc le Fraunhofer ici présentait une évaluation numérique expérimentale des performances d'une pompe à chaleur RR Split qui est disponible sur le marché. Initialement, cette pompe à chaleur fonctionne avec du R32, donc qui est le fluide frigorigène de base. Et donc, ils ont décidé de faire un rétrofit avec du propane, mais en modifiant le système. Donc, les modifications effectuées sont les suivantes. Tout d'abord, souder les connecteurs du raccordement split pour éviter les fuites. Avoir un système de contrôle homemade pour le contrôle du compresseur. Et enfin, remplacer le compresseur qui était haute pression pour le R32 par un compresseur moyenne pression. Donc, le résultat des simulations sont présentés ci-dessous. Donc, le logiciel utilisé est IMST ART de l'Université de Valence. Pour les modèles de compresseurs du R32 et du 290, ils ont utilisé donc les données catalogue du fabricant du compresseur. Donc, le tableau ci-contre présente la puissance calorifique et le COP pour le R32 et le propane pour différentes conditions d'air,
donc de 7 degrés en air extérieur jusqu'à moins 15, et côté air intérieur, on est à 20 degrés. Donc c'est finalement des conditions de la norme 14511. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'entre les puissances calorifiques du R32 et du 290, donc l'écart est très faible. Donc ils ont visé une puissance équivalente. Donc on voit qu'on a des écarts d'inférieur à 1%. Et la bonne nouvelle, c'est finalement en utilisant le propane, on va avoir des COP qui vont être nettement améliorés, de 10% pour la condition 7-20, enfin 9%, jusqu'à quasiment 23% pour la condition à moins 7. Donc voici les résultats de simulation qui ont été réalisés. Donc le Fraunhofer nous a indiqué que les résultats d'essai seraient présentés normalement lors du prochain workshop en juin 2021, puisque les essais étaient actuellement en cours. La seconde présentation allemande provient donc du RWTH, donc de Aachen University. Donc là, l'idée, c'était de développer un outil d'aide à la décision pour le choix des fluides frigorigènes. Et ils ont utilisé une méthode mathématique qui s'appelle la méthode Prométhée. Donc, c'est une approche prescriptive d'analyse multicritère de problèmes présentant un nombre d'actions évaluées selon plusieurs critères. Ma connaissance de la méthode Prométhée s'arrête là. C'est assez complexe, c'est une méthode mathématique. Néanmoins, dans le principe, on peut voir les deux schémas ci-dessous. Donc, on va avoir différentes parties prenantes. Ici, ils ont décidé d'avoir le gouvernement, le fabricant de systèmes et le consommateur. Chacune de ces parties prenantes va avoir différents objectifs. Pour le gouvernement, ça va être la protection de l'environnement et la sécurité. Pour le consommateur, ça va être la qualité des systèmes et leur sécurité. Et pour le fabricant, typiquement, ça va être avoir le choix dans les composants, avoir des systèmes peu coûteux, etc. Et donc, l'ensemble de ces objectifs et de ces parties prenantes vont amener finalement à la décision du meilleur fluide frigorigène à choisir. Et donc, on peut voir ici que plusieurs critères en fait sont à évaluer, et donc plusieurs finalement, l'ensemble des critères de chacun va pas forcément amener au même fluide. Donc dans la démarche, en fait, ça suit un peu un screening. Donc les auteurs sont partis donc de la base de RefProp avec 269 fluides frigorigènes, et ils ont appliqué des exigences. La première exigence était d'avoir un ODP nul, donc un pouvoir de dégradation de la couche d'ozone nul. Avoir un fluide frigorigène qui soit de classe A, c'est-à-dire non toxique ou faiblement toxique. Donc ces deux exigences ramenaient déjà le screening à 216 fluides. Ensuite, ils ont appliqué des niveaux de température et de pression qui étaient adaptés à l'application. Donc là, on atteignait 88 fluides. Et enfin, donc, ils ont appliqué un GWP inférieur à 150. Et là, on arrive à 15 fluides frigorigènes. Une fois que ces 15 fluides frigorigènes étaient sélectionnés, donc, ils ont évalué lequel était le meilleur en utilisant la méthode Prométhée. Et donc, plusieurs critères ont été utilisés, donc notamment la classe de sécurité, des propriétés thermodynamiques, le GWP, le glide, le scope et le TIWI. Donc les auteurs ont défini différents scénarios, donc un scénario de base et un scénario 2 ici. Donc dans le scénario de base, du diméthyl éther était autorisé, le glissement de température devait être inférieur à 1 Kelvin, les contraintes de la F-gaz étaient présentes et la priorité au niveau de la sécurité était très forte. Ils ont fait tourner leur logiciel d'aide à la décision et finalement le fluide qui ressort et qui est le meilleur dans ce scénario, c'est le diméthyléther suivi par exemple du R510A. Dans un second scénario, là ils n'ont pas autorisé le diméthyléther, ils ont autorisé des glissements de température jusqu'à 10 Kelvin, toujours les contraintes de la F-gaz active, et par contre cette fois-ci des priorités au niveau de la sécurité qui étaient moyennes. Et donc là les fluides qui ressortent vont être du 433A et du 290 en priorité. Donc cet outil d'aide à la décision est intéressant pour définir différents scénarios d'utilisation en fonction de différents acteurs. Et donc un outil sera disponible a priori en ligne et pourra être utilisé. Maintenant, les résultats qui ont été présentés par l'Italie, donc l'Université de Padoue.
Donc c'est une étude expérimentale dans un tube de 0,96 mm pour deux fluides, donc du propylène, le 1270, et pour du propane. Pour chacun, les pertes de charge ont été déterminées. On va retrouver des déterminations du coefficient de transfert thermique en condensation et en évaporation, et enfin une estimation des performances en condensation et en évaporation. Deux points vont être présentés ici, c'est l'estimation de la charge spécifique dans le condenseur, et également une application de pompe à chaleur OO de 100 kW au propane. Donc tout d'abord, l'estimation de la charge spécifique dans le condenseur. Donc là, différentes hypothèses ont été mises en place. Ils ont choisi un mini-canot d'1 mm de diamètre, une température de condensation à 40 degrés pour des titres de vapeur allant de 1 à 0, un débit massique surfacique G qui a été calculé via un facteur de pénalité à un titre spécifique, et enfin une différence de température de paroi de saturation fixe qui a été définie. Donc sur le graphique qu'on voit sur la droite, il présente la charge spécifique en grammes par kilowatt pour les différents fluides en fonction de la corrélation qui a été utilisée pour calculer le coefficient de transfert thermique. Donc ce qui est important à voir, c'est finalement si on utilise du propane, du propylène ou du R32, le besoin, la charge en fluide qu'on va devoir insérer dans la machine sera quasiment 2,5 fois moins élevée que celle du R134A. Donc on aura des machines aussi puissantes avec moins de charge en fluide frigorigène. Maintenant, si on regarde les résultats pour la pompe à chaleur OO de 100 kW, donc c'est une pompe à chaleur qui utilise deux échangeurs de base qui étaient des échangeurs à plaques qui peuvent être utilisés comme évaporateurs et comme danseurs. Et également dans la machine, on va retrouver deux échangeurs de chaleur prototype, tubes calandre à mini-canaux qui peuvent être utilisés comme condenseurs et comme un échangeur interne. Donc on a le choix d'utiliser soit l'échangeur à plaques, soit l'échangeur micro-canaux. Le compresseur à piston est semi-hermétique. Et donc, les résultats montrent qu'en utilisant l'échangeur prototype, donc, il y a une réduction du volume de l'échangeur de 65%. Donc, on passe de 8,4 litres avec l'échangeur à plaque à 2,9 litres, ce qui va induire une réduction de la charge en fluide frigorigène donc de 800 grammes, soit 25% de la charge totale dans la machine. Et donc, en faisant des essais, il y a une légère réduction du COP d'environ 2%. Néanmoins, c'est assez intéressant de voir qu'en utilisant ce type de technologie d'échangeur, on peut réduire de façon conséquente la charge en fluide frigorigène. Et donc, ça va être très intéressant lorsqu'on va utiliser des échangeurs, des fluides frigorigènes inflammables, notamment. Et maintenant, nous allons passer aux derniers résultats, donc les résultats présentés par l'Université du Maryland. Donc, c'est en deux parties. Tout d'abord, l'état de l'art. Donc, l'état de l'art est composé de trois parties. Des fluides frigorigènes en climatisation. Donc, les conclusions sont les suivantes. Il y a un consensus sur le choix du fluide frigorigène comme des fluides naturels pour des solutions long terme. Et donc, les plus utilisés sont les hydrocarbures et le CO2. Concernant les échangeurs, donc ils ont travaillé sur, l'état de l'art traite des batteries à ailettes et des microcanaux. Donc sur les batteries à ailettes, trois fluides principalement étudiés, du propane, du CO2 et de l'isobutane. Et donc là, les points marquants sont qu'il y a une réduction de la charge lorsque des diamètres de tubes plus petits sont utilisés, la conception est compacte et qu'une optimisation est réalisée. Au niveau des microcanaux, donc là on va retrouver deux fluides qui ont été étudiés, du propane et du CO2. Il va y avoir un avantage supplémentaire de réduction de charge en comparaison aux batteries à ailettes et plus particulièrement pour des applications de climatisation de faible puissance. La troisième partie de l'état de l'art présentait donc les avancées récentes sur les compresseurs. Donc ici, le propane et le CO2 ont été étudiés dans des compresseurs scroll, piston ou centrifuge. Et donc les points marquants sont finalement, il y a eu des améliorations de performance avec ces fluides, il y a eu des travaux sur la compatibilité avec des huiles ou encore des travaux sur l'intégration dans les systèmes. Et donc les auteurs de l'Université du Maryland de cet état de l'art ont identifié des défis pour l'avenir. Et donc il y a deux items. Tout d'abord, travailler sur des nouveaux designs d'échangeurs via la forme des tubes, le circuitage ou la forme des échangeurs. Dans la fabrication, il faudra bien penser à la sécurité, notamment la pression, par exemple, quand on va utiliser du CO2 ou à l'inflammabilité avec du propane. Pour les compresseurs,
ils indiquent qu'il va falloir faire du redesign partiel pour du drop-in ou clairement créer un nouveau design et travailler sur la compatibilité de l'huile avec les nouveaux fluides frigorigènes. Vous avez deux images là qui sont présentées. La première présente un échangeur qui a des tubes en forme d'airfoil, c'est-à-dire en forme d'aile d'avion, qui a été fabriqué par fabrication additive, et donc qui est clairement un nouveau design d'échangeur. Et en dessous, un petit compresseur qui a la taille d'une bouteille, qui est un compresseur donc centrifuge miniature qui tourne tout de même à 180 000 tours minute. Et qui a une puissance de 10 kW et un COP de 2,36 à moins 7,35. Donc, l'Université du Maryland a présenté un nouveau design de climatiseur. Leur objectif était d'avoir une utilisation sûre des fluides frigorigènes inflammables, donc des hydrocarbures pour une application résidentielle, une fonction de ventilation, du refroidissement gratuit pendant la saison intermédiaire et enfin, si possible, une réduction de la charge de fluides frigorigènes. Donc, vous avez le schéma du système, c'est un système qui est placé à l'extérieur de la maison. Et entre donc le système et la maison, il va y avoir des clapets qui vont permettre de fermer l'arrivée d'air à la maison pour éviter que le fluide frigorigène inflammable, par exemple, soit envoyé dans la maison et limiter les risques. Il y a eu un travail d'optimisation pour mettre en œuvre ce système. Donc, le travail d'optimisation s'est fait avec du propane et l'objectif ici était de réduire la charge en fluide frigorigène dans le système. Donc, ils ont travaillé sur l'unité où on va retrouver la ligne vapeur. Ensuite, ils ont travaillé sur la ligne liquide et sur l'outdoor unit, donc là où il y a le condenseur. Et la charge était de 4,58 kg de fluide frigorigène à l'intérieur de la machine. En réduisant la longueur des conduites liquides et vapeur du système, initialement de 17,7 mètres, ils les ont réduits à une distance donc de 0,8 mètres. Ils ont réussi à réduire la charge dans la machine de 43% pour passer de 4,58 kg dans la machine à 2,59. Et ensuite, ils ont intégré le nouvel échangeur que je vous ai présenté avec les tubes en forme d'airfoil pour réduire de nouveau la charge en fluide frigorigène. Et ça a réduit de 30% de plus, c'est-à-dire qu'on est passé donc de 2,59 kg de fluide à 2,09. Je vais maintenant conclure sur le workshop. Donc, ce qui est les conclusions présente, finalement, on voit que la majorité des acteurs travaillent actuellement sur l'utilisation du propane dans les pompes à chaleur et les climatiseurs. Nouveau design, performance, sécurité et réduction de charge sont les axes de recherche actuels. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces présentations en téléchargement gratuit donc sur le site de l'annexe 54. Vous n'avez qu'à suivre le lien ci-dessous. Et je vous rappelle que le prochain workshop de l'annexe 54 est prévu lors de la conférence HPC 2020 du 26 au 29 avril 2021. Rapidement, une vue d'ensemble des contributions qui ont été réalisées dans cette annexe. Donc tout d'abord, Fraunhofer a réalisé une analyse de la littérature et des synthèses et résultats de projets de recherche nationaux sur le propane. L'université ARM a réalisé une modélisation d'une PAC au propane et son optimisation pour réduire les coûts et les émissions de CO2. L'université de Padoue a réalisé donc d'autres mesures de coefficient de transfert en condensation, donc sur du 455A et du 452B. L'ITC a proposé un modèle donc, de pompe à chaleur géothermique et a simulé 6 fluides frigorigènes. Le CETIAT a envoyé donc des essais de drop-in dans les pompes à chaleur et des essais sur des échangeurs avec des fluides A2L. Au total, 10 fluides frigorigènes ont été testés, donc c'est des résultats expérimentaux. Politecnico de Milano a également réalisé des essais de drop-in dans une PAC OO avec du 450A et du 513A. Deakin propose des solutions de chiller OR32 en transition au 410A et également
au 1234ZE en remplacement du 134. Un point intéressant, c'est les travaux du KTH qui ont développé, donc en Suède, qui ont développé 3 pompes à chaleur. Donc une pompe à chaleur RO de 30 kW au propane, une autre OO de 5 kW au propane et enfin une dernière de 8 kW à l'ammoniac. Et donc ces pompes à chaleur utilisent des designs d'échangeurs qui permettent de réduire la charge en fuite frigorigène. Et enfin, l'Université du Maryland qui a fait un point sur la réglementation américaine autour des fuites frigorigènes à faible GWP. Et enfin, propose donc le nouveau design du climatiseur dont on a parlé lors de cette présentation, avec des charges en fuite frigorigène réduites en A2L et en A3. Je vous remercie pour votre attention et nous allons maintenant passer aux questions. Alors, tout d'abord, résultat de l'Université de Padoue. Pourquoi ne peut-on pas utiliser l'échangeur tube comme un évaporateur? Donc, sur les résultats, dans la pompe à chaleur de 100 kW, j'imagine. Je pense qu'ils n'ont pas prévu de mettre d'évaporateur prototype comme évaporateur là dans ce système, tout simplement. Résultat de Padoue également, concernant la PAC de 100 kW au propane, quelle est la charge totale finalement atteinte avec l'échangeur tube calandre prototype? Je ne saurais pas vous dire, peut-être que c'est indiqué sur le... Il y a une réduction, de 800 grammes de fluide entre les deux systèmes. Et ça représente... non, la charge totale dans le système, écoutez, je pourrais rechercher et vous fournir les résultats après via un mail. La charge dans la machine, en fait, recalculée, elle fait 3,2 kg avec le nouvel échangeur. Je vais maintenant laisser la parole à Michel Mondeau. Ah, une autre question arrive, a priori. Bravo et merci pour cette synthèse complète et intéressante du workshop de décembre. Eh bien, merci. Je vais maintenant laisser Michel Mondeau vous conclure ce webinaire et je vous remercie pour votre participation. Écoutez, merci pour cette dernière phrase et c'est à nous de vous remercier d'avoir participé nombreux à ce 5e webinaire sur les activités de l'IEA HPT. Je vous rappelle donc que ce webinaire a été enregistré, vous le retrouverez sur notre chaîne YouTube, mais nous vous transmettrons également les diapositives de ce webinaire par mail à chacun de vous qui avez suivi ce webinaire jusqu'à la fin et nous nous excusons les 4 petites minutes de retard que nous avons. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter Pierre Pardo et moi-même Michel Mondeau pour avoir des compléments d'information sur les présentations que nous vous avons faites ou plus généralement sur les activités du Pumping Technology de l'Agence internationale de l'énergie. Nous vous souhaitons une très belle journée. Au revoir et à très bientôt.